Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone ou votre tablette, et ce grâce à nos réseaux sociaux. Au sommaire, ce soir, on va parler d'une belle histoire de famille, une vraie success story savoyarde sur 3 générations. L'entreprise Moreau Béton seront présents avec nous sur ce plateau. Nous partirons ensuite à la découverte de la faune et de la flore exceptionnelle. Tout cela mis en valeur par un photographe dont l'exposition a débuté il y a quelques jours à Salanches. Il nous rejoindra sur ce plateau. Enfin, il sera question de création artistique en fin d'émission, et pas n'importe laquelle. En effet, nous accueillerons Florence Mulliardo, désignée récemment Révélation 2019 par ses pairs. Elle sera présente également sur ce plateau. Bienvenue à toutes et à tous. Mais on commence tout de suite avec les titres de l'actu qui seront ce soir à l'antenne avec Clémence, pardon. Oui, rebaptise-moi, allons-y. Je m'appelle Florence ce soir. Par contre, tu le tiens pendant toute l'émission. J'en serais pas capable. Du coup, Clémence, si tu veux bien, avec toi ce soir, on va parler des affres de la météo. Et oui, puisque les récentes intempéries ont fait donc de nombreux dégâts. On en a déjà parlé hier dans le journal. Mais un de plus s'ajoute à cette liste de dégâts. La voie ferrée reliant Rome à Paris est coupée entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne. En cause, une coulée de boue. On fera le point sur la situation après les titres du journal tout à l'heure. Et un joli reportage en un second temps. J'espère qu'il sera joli ce reportage, effectivement. On vous propose donc de partir à la découverte d'une école un petit peu particulière à Saint-Paul-en-Chablais. La petite école des Faverges n'est composée que d'une seule classe. Et ce sont ces élèves qui bénéficient de méthodes d'apprentissage au grand air. On a hâte de voir tout ça. Édition complète dans le JT à 18h30. Merci beaucoup Clémence. À tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure pour le rappel des titres, et j'accueille tout de suite nos premiers invités. S'il vous plaît, Jean-François Moreau, président de Moreau Entreprises. Et il est accompagné de Vanessa Manigas, responsable d'exploitation. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, on va parler justement de cette entreprise. Alors Moreau Entreprises, c'est la dernière appellation ? Ou... La première plutôt. La première. Alors créé quand même en 1945, à la base c'était un artisan maçon avec 3 salariés. Exactement. Depuis il y a eu du chemin qui a été parcouru. 1977, établissement SA, 50 salariés. En 2019 c'est maintenant Moreau Industrie avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. J'ai envie de dire que de chemin parcouru. Déjà, quand vous étiez petit, quand vous voyez les grands-parents, les parents dans l'entreprise, est-ce que vous imaginiez le potentiel de tout secteur d'activité ? Je ne savais rien faire d'autre, donc c'était facile, c'était beaucoup plus simple. Ouais, ça a été créé par mon grand-père en 1945, artisan, repris par mon père. C'est une vraie histoire familiale, je ne savais rien faire d'autre, donc il fallait que je reprenne. J'ai repris en 2001. Ça s'est développé comme ça a pu, et puis voilà. Et la dernière innovation, c'est notre filiale Moreau Béton, qui est maintenant renommée Béton Défunt. On a créé une centrale dernière génération. Alors, on va en parler dans une minute, parce que c'est vrai que pour passer finalement de la maçonnerie à la production de béton, il y a un pas. Quand même, c'est pas tout de suite la suite logique. Pour autant, il y avait une vraie nécessité sur le territoire que d'implanter un site de production comme celui-là. La centrale était existante, déjà. Du temps de mon père, elle était existante. On a mis 1 million de francs en 99 et pour essayer de la rénover, essayer de vendre un petit peu de béton. Alors, pour nous, nos besoins propres, et puis après, essayer d'en vendre un petit peu aux extérieurs. Et puis, ça s'est développé. L'arrivée de Vanessa, il y a 3 ans maintenant, qui est associée dans Moreau Béton, ça a mis un coup de neuf, un coup de jeune à l'entreprise, et puis on arrive aujourd'hui, juste sur Moreau Béton, à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On le disait justement, il y avait vraiment une carte à jouer, une place à prendre aujourd'hui sur ce territoire. Il n'y avait pas de production de béton, ou peu, entre guillemets, jusqu'à présent ? Si, il y avait déjà des productions de béton. Par contre, ce qu'on a bien mis en place et qu'on a vraiment développé et qu'on continue de développer, ce sont entre autres les bétons spéciaux. Donc béton thermique, donc du béton isolant, et après tout ce qui est béton décoration, drainant, désactivé, béton empreinte. Et là, vraiment, il y a des choses à développer. Alors, pour le profane que je suis, pour moi, je suis désolé, un béton, c'est un béton. Aujourd'hui, il en existe donc toute une gamme. Finalement, c'est un service presque à la carte que vous faites pour les professionnels comme pour les privés. Tout à fait. On sert autant les professionnels que les particuliers. Et donc, on a aussi les services de pompage
par rapport à pour fournir en fait les chantiers. Et voilà, et les bétons déco, c'est vraiment un pas en avant. C'est vrai, il y a vraiment une plus-value, il y a un avant après. Ah ouais, il y a une forte demande surtout par rapport à ça. Il y a une autre de vos spécificités, c'est justement le traitement de l'eau. Là, vous êtes reconnu finalement sur ce secteur, puisqu'il y a très très peu d'émissions de rejets. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle centrale qu'on voit à l'image, il y a vraiment zéro rejet. C'était une nécessité, c'était une volonté forte de l'entreprise, j'imagine. Ah, ça, c'est mon côté un peu écolo, ça. Donc, ouais, alors, on avait des contraintes sur le site. Et une centrale à béton, ça mange énormément d'eau pour fabriquer, pour laver, voilà. Et on a réfléchi avec Vanessa à un système pour éviter de consommer de l'eau inutilement et d'acheter de l'eau ou de mettre une pompe dans la nappe, voilà. Donc on recycle notre eau. Toutes nos eaux sont recyclées à 100%. Nos eaux de pluie sont stockées pour être utilisées. Et après, tout ce qu'on ne peut plus utiliser sont infiltrés dans le terrain naturel par le biais de nous, paysagères. C'était des processus existants ou... Non, on a tout créé. Vous avez tout créé. J'imagine que justement, il y a eu pas mal d'études, pas mal de réflexions. En amont, ça prend combien de temps pour créer une centrale à béton comme celle-ci? On a commencé les travaux 1er septembre et on a fini le 15 février. Mais on fait réflexion, on a mis un an. Ouais, en réflexion, on a mis un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an en réflexion et... Ouais, pour pondre tout ça, quoi. Alors aujourd'hui, c'est un process justement qui marche, qui est vraiment au top niveau de ce qui se fait. On imagine justement passer le modèle à autrui, que d'autres entreprises viennent s'inspirer de cette centrale-là. Et que votre question est bizarre. On a fait visiter aujourd'hui un collègue un confrère, qui a 3 centrales sur la Haute-Savoie, qui est venu visiter pour voir ce qu'on avait fait. Voilà, on lui a montré, il n'y a rien de... Il n'y a rien de privé? Non, au contraire. Et puis c'est bien, quoi. Faisons les choses bien. On a essayé de faire les choses bien et belles. Une centrale à béton, ce n'est pas forcément une tâche dans le paysage. Ça peut être beau et écologique. Alors, à la base, justement, vous le disiez, la production de béton était juste pour votre propre société. À partir des années 2000, c'était donc pour les professionnels, pour les particuliers. En 2011, vous avez ouvert une autre centrale à béton pour justement cette fabrication des bétons spéciaux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler, il y a toujours un chiffre d'affaires sur le béton, entre guillemets, classique, où finalement, il y a la grosse partie de l'entreprise qui se base sur ces bétons spéciaux? Une centrale à béton, excuse-moi, ça, il faut un volume. On a besoin d'un volume. C'est comment dire, je perds mes mots. Le modèle économique, il nous faut un volume. On a besoin de béton classique. Et après, on va aller chercher des bétons spéciaux, parce que les bétons spéciaux ne peuvent pas suffire à couvrir les frais fixes. Voilà. Et il y a toujours de la demande, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des bétons spéciaux qu'on oublie le béton classique. Non, c'est sûr. Avec des chantiers privilégiés, quelques cas particuliers, j'ai vu qu'il y avait quelques ouvrages auxquels vous avez participé, qui sont quand même des ouvrages assez particuliers, presque ouvrages d'art. Oui. Comment on arrive à prendre ces créneaux-là? Eh bien, il faut l'outil pour. Il faut l'outil pour fabriquer et pour livrer. Maintenant, on a l'outil. C'est des chantiers qu'il y a un an, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait même pas répondre à l'appel d'offres. Donc on est reparti pour 60 ans d'histoire sans... Oui. D'autres grands projets dans les prochaines années, ou là déjà on a fait le gros de la décennie et on va voir déjà essayer de... Ah bah ouais, si. On est au Savoyard tous les deux, donc... On voudrait s'installer, trouver quelque chose en Haute-Savoie. Ah, passer côté Haut-Savoyard, du coup. Bah oui. C'est dans les cartons. Voilà. En tout cas, on a hâte de suivre toutes ces aventures. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Bon courage pour la suite. Et puis, je vous souhaite tout de bon. Tout simplement. Faut que ça dure. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Puis j'accueille tout de suite notre prochain invité, monsieur Yannick Lenoir, photographe naturaliste. Bonsoir Yannick. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. C'est top. Alors Yannick, vous êtes donc photographe, je le disais, actuellement exposé au sein de Montagnard Photo. C'est sur les quais de la Salanche, c'est à Salanche. Donc depuis quelques jours, c'est la 2e édition. Et justement sur des photos spécialisées sur la nature. Alors,
des très belles photos justement sur la faune et la flore. Beaucoup de faune et de flore alpine, mais pas que. Comment qu'on a un site, quelques clichés à sélectionner dans le cadre d'une exposition, comment on choisit? J'imagine que vous en avez énormément, des clichés. Qu'est-ce qui fait la sélection d'une photo parmi les autres? Qu'est-ce qui fait une bonne photo pour une expo? Alors, en l'occurrence, pour l'expo de Salanches, on a fait une sélection avec l'équipe de Salanches, donc c'était super. On a pu faire une sélection avec les gens qui ont participé à créer cet événement, qui est génial parce que du coup, c'est un événement autour de la nature, mais aussi autour de l'art. Et pour lier les deux, c'est vraiment, vraiment top. Et de pouvoir sélectionner, avoir le regard. Enfin, moi, j'avais une présélection à faire. Je devais les présenter à des gens, et puis ils devaient les présenter aux élus. On a débattu dessus, on a fait une présélection de ça, puis ils ont sélectionné, et puis c'est sorti des images qui sont là lors de l'expo. Alors, l'exposition, vous ne la faites pas tout seul, vous êtes avec Christophe Suarez. Exactement, avec mon camarade Christophe. J'invite à aller voir aussi les clichés de Christophe, parce que c'est vraiment joli. C'est des clichés sur les éclairs et sur les éléments. Donc là, on est en plein dedans, avec le temps qu'on a actuellement. C'est le cas de le dire. C'est vraiment super joli. Alors là, on voit quelques-unes justement de vos photos. Comment vous trouvez le sujet? Vous vous promenez dans les champs avec l'appareil en disant « Oh, une plante, oh, un animal » ou concrètement, c'est un peu plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué, pardon. Ça, oui et non, parce que du coup, je suis tout le temps dehors et je cherche par moment les sujets. Par exemple, pour la chouette chevêchette qu'on vient de voir, il faut absolument chercher pour la trouver, connaître un peu son milieu, etc. Et puis, c'est beaucoup de temps, mais c'est surtout beaucoup de passion, beaucoup d'amour et ça va beaucoup plus loin que la photographie. C'est une vraie passion pour la nature, la sensibilisation, surtout à l'heure actuelle. Enfin, on parle du réchauffement climatique, on parle de la faune, la flore, enfin, tout a son importance, même le paysage dans lequel ils évoluent, pour moi, c'est tout, quoi. C'est toute notre vie, donc c'est important de pouvoir le montrer avec mon regard, quoi, simplement. Alors, via votre regard, justement, c'est vraiment une mise en lumière de certaines espèces, alors comme on disait, végétales ou animales, particulières, certaines emblèmes des Alpes, le gypaète, le chamois, le bouquetin, comme on peut le voir là. D'autres, c'est des petites orchidées, des sabots de Vénus que pas forcément le grand public ne connaît pas, mais ou peu encore. Il y a vraiment un travail de communication, de sensibilisation derrière. Ce que je disais il y a 5 minutes, en fait, c'est que toutes les espèces sont importantes. Alors c'est vrai, on connaît les emblématiques, les espèces rares. Tout le monde connaît le tétralyre en emblématique. Beaucoup de gens connaissent le bouquetin, connaissent les petites chouettes un peu moins, à part les gens qui sont un peu naturalistes ou photographes. Mais c'est vrai que par exemple le bouton d'or, on ne va pas le regarder alors qu'il a autant d'importance pour la biodiversité. Il va faire venir des insectes spécifiques. Et du coup, les insectes, c'est aussi la biodiversité. Les plantes, c'est aussi la biodiversité. Et puis si elles poussent sur un sol, que ça soit calcaire, je vais dire une bêtise, mais schisteux ou que ça soit cristallin, tout ça a son importance, quoi. Chaque chose a son importance. Et là où je me bats, c'est montrer des jonquilles, justement, qu'on ne regarde pas forcément parce que c'est des jonquilles, alors que les jonquilles, c'est beau, quoi, aussi. Et pourtant, elles ne sont pas emblématiques, elles sont bien là, quoi. Et pour les animaux, c'est exactement la même chose. Le chevreuil au quotidien, notre renard qui subit les assauts atroces d'une chasse sans fin à son égard, comme d'autres espèces. Enfin, tout ça, ce sont des espèces qu'on a toujours connues quand on était gamin. Et moi, je suis encore la jeune génération et je voyais beaucoup de choses quand j'étais jeune et je les vois de moins en moins. Et pourtant, c'est des espèces communes, quoi. Alors, les espèces rares, je vous explique même pas. On le disait en début d'émission, vous ne vous limitez pas seulement à l'arc alpin, vous allez faire des voyages notamment un peu plus septentrionaux au niveau de la Scandinavie, où vous nous avez ramené justement quelques superbes clichés. Là encore, on part avec un regard particulier, des attentes particulières, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Ouais, alors on espère beaucoup de choses, mais très honnêtement, la Scandinavie, c'était une réelle claque. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays scandinaves et chaque pays a sa spécificité en termes de faune, de flore, mais aussi d'environnement. Par exemple, là, on voit des photos de la toundra avec les rennes sauvages. La toundra, c'est fantastique, hein, les hauts plateaux, enfin, c'est extraordinaire. Nous, on a pleuré tous les jours, je suis parti avec des amis. Chaque fois, je dis ça, mais c'était tellement beau, juste la beauté à l'état brut, le sauvage, le vrai. On l'a aussi chez nous, il ne faut pas oublier, on l'a aussi en montagne, même si on a beaucoup de problématiques avec le tourisme de masse ou avec d'autres choses, le climat, etc. Les animaux sont là. Et justement, il faut apprendre, je pense, à sensibiliser dessus de plus en plus, parce que c'est aussi notre patrimoine, et j'ai envie de dire, c'est surtout notre patrimoine. Le patrimoine naturel, il est là chez nous. Alors certes, la Scandinavie, c'est super, c'est beau et tout ça, parce qu'il y a des espèces qu'on ne voit pas chez nous, et il y a aussi des espèces qu'on voit chez nous en Scandinavie, comme la petite chouette qu'on a vue tout à l'heure, la chevêchette, on la retrouve aussi en Scandinavie, et ça, il y a encore peu de gens qui le savent, mais...
Ou le lièvre variable. Exactement. Le lièvre variable, on le retrouve en Scandinavie aussi et on le retrouve aussi chez nous. Il y avait encore un point que je voulais aborder avec vous, c'était aujourd'hui on est dans un monde de l'image. Tout le monde a un smartphone, tout le monde fait des photos, tout le monde a des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, comment on peut trouver encore une plus-value au métier de photographe? Comment on arrive finalement à encore sortir du lot alors qu'on est finalement dans un univers qui est noyé d'images à longueur de temps? Pour dire la vérité, je sais pas. Je sais pas, c'est pas évident parce qu'on est un peu à la course à l'image. Alors ça, j'ai envie de souligner aussi parce que bon, moi aussi, j'ai des réseaux sociaux et tout ça, j'ai toujours un peu de mal à communiquer dessus, même si c'est bien pour mettre en avant la faune. Mais des fois, ça peut être compliqué parce que justement, la course à l'image amène qu'il y ait toujours plus de photographes à certains endroits. Pour la faune, encore une fois, pour la flore aussi. Et du coup, même sur des hotspots, on voit l'Islande, par exemple, qui en subit les conséquences, où maintenant, il y a des quarts et des quarts de personnes qui arrivent tous au même endroit pour faire la photo qu'ils ont vue. Et du coup, c'est dramatique pour la nature, alors que ça ne devrait pas être dramatique. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dérangent. C'est pas forcément le fait de faire de la photo qui me dérange, parce que j'en fais aussi. C'est surtout apprendre à connaître les espèces et les espaces avant de faire de la photo. Et pas juste arriver, faire un selfie ou faire une image comme ça et juste pour se faire mousser sur les réseaux sociaux. Tout ça. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui intéresse, c'est vraiment montrer la nature, s'en préoccuper, et plus que l'image, vraiment, enfin, moi je suis passionné de photographie, on a vu, mais je suis vraiment passionné par la nature, et la nature, elle a besoin de nous, mais au final, elle peut se débrouiller sans nous, quoi. Et avec tous ces réseaux sociaux, c'est pas évident. Voilà un message qu'il est beau. Merci beaucoup Yannick Lenoir d'être venu jusqu'à nos locaux. On le rappelle, votre exposition Montagnard Photo, c'est sur les quais de la Salanche, à Salanche bien sûr. C'est jusqu'à fin août. Bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie, c'est un plaisir. Beaucoup. À bientôt. Puis tout de suite, je raccueille Clémence Roualdès pour notre petite revue de presse. Et avec toi, on va reprendre un petit fond d'air frais puisqu'on va parler de Martin Fourcade. Et oui. Alors, quand une ancienne vedette du cyclisme, maintenant commentateur du cyclisme aussi, répond à la star du biathlon, Martin Fourcade, voilà ce que ça donne. Alors, je te refais un petit peu le topo, Manu. Il faut remonter il y a 5 ans, presque 5 ans, ça s'est passé en juin. Il y a 5 ans, du coup, dans le cadre d'un entretien donné à l'équipe, le quintuple champion de biathlon avait lourdement chargé l'ancien cycliste. Alors, je vais le citer. J'estime que des gens qui se sont dopés on ne devrait plus les revoir dans le sport. Mais on est mauvais là-dessus. En France, d'anciens dopés commandent des courses à la télévision. Je n'ai rien contre Laurent Jalabert, mais c'est une honte que le service public l'embauche. Il a triché, il a menti, il incarne tout ce que l'on devrait combattre. Et au lieu de ça, il se retrouve à répandre la bonne parole. Alors, il a fallu donc attendre, comme je te le disais, 5 ans pour que Laurent Jalabert, lui, un petit peu de temps, effectivement, lui réponde. Et voilà ce que ça donne. Je le cite également. Ça me fait bien marrer d'entendre des sportifs dominant leur discipline ouvrir leur gueule. Faudrait m'expliquer pourquoi tout à coup ça ne marche plus pour eux. Et il poursuit, quand j'avais son âge, les mecs me mangeaient dans la main. Je suis en pleine santé à 50 ans, j'espère que tout ira bien pour lui. Je ne suis pas suspicieux, mais je ne comprends pas ce qu'il ouvre comme ça. Il fait du biathlon qu'il reste dessus, on ne lui demande pas d'ouvrir sa bouche sur le cyclisme, un sport qu'il ne connaît pas. Je me garderai bien de faire des commentaires sur son sport à lui. Bon voilà, est-ce que ça valait 5 ans pour une attendre, réponse comme ça? Effectivement, pour attendre cette réponse je ne sais pas. Je sais pas, le voilà. le doute reste entier. Entier, c'est le cas de le dire. Une deuxième revue de presse avec toi et sur des petits oiseaux. Oui, alors ça piaille là aussi pour cette revue de presse-là, mais pas de la même manière du coup. Donc c'est la Ligue de protection des oiseaux de Haute-Savoie qui a vraiment besoin d'un coup de main. Elle demande à chacun, donc dans la mesure du possible, de compter, attention, le nombre d'hirondelles et de martinets qu'il rencontre. Alors le but est de bénéficier de nouvelles données chiffrées qui sont quasi inexistantes dans certaines régions de nos montagnes, comme dans les Aravis, les Glières, le Gifre, le Chablais, la Veille de Chamonix ou encore la vallée de l'Arve. Alors l'enjeu est de taille puisque depuis le milieu du XXe siècle, ces oiseaux connaissent un fort déclin. Par exemple, l'hirondelle des fenêtres, celle qui se niche comme son nom l'indique juste au-dessus des fenêtres, de nos fenêtres, a perdu pas moins de 40% de sa population quand même. Alors pourquoi? Je sais que cette question te brûle les lèvres, là Manu, Totalement. tu as très envie de savoir pourquoi. Dis-moi. Eh bien c'est à cause tout simplement des pesticides. Les pesticides qui sont utilisés donc, dans les champs ou autres et qui tuent les insectes. S'il y a moins d'insectes, c'est qu'il y a moins de nourriture pour les oiseaux et donc ces oiseaux meurent petit à petit. Alors pour déclarer une observation, si vous voyez l'un de ces oiseaux près de chez vous, rendez-vous sur le site hautesavoie.ipo.fr ou sur l'application LPO, Ligue de protection des oiseaux. LPO, pardon, oui, je fais bien de me le dire. Ou sur l'application Android Naturalist. Alors les documents sont consultables sur le site pour nous aider forcément à différencier
les espèces pour pouvoir dire qu'on en a vu Ça une. aide. Ça aide aussi. C'est sûr. Voilà, moi je trouve ça important. Une belle action. Effectivement. On passe à ta revue de presse, Manu, avec un ex-officiel qui dérange. Tout à fait. On commence en Suisse, au hasard, à Genève, s'il te plaît, devant le siège de l'ONU, où un certain Britta Hagi Hassan, c'est l'ancien maire de Bonne la ville prononciation. d'Alep. Merci beaucoup. C'est Alep en Syrie, bien sûr. Donc, qui entamait ce lundi son 24e jour de grève de la faim. Une action pour tenter de réveiller la communauté internationale, désespérément silencieuse selon lui, face aux bombardements qui continuent de détruire son pays et ses habitants. Mais bon, si on parle de ça, c'est que Britta Hagi Hassan a donc été évacuée aux hôpitaux universitaires de Genève suite à un malaise. Forcément, 24 jours sans manger, ça te laisse un petit peu Avec la chaleur qu'on chancelant. a eue ces derniers jours. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un lieu duquel il a également été évacué, mais cela par les forces de l'ordre. Oui, tout à fait. L'homme a été ceinturé, mis à terre, à l'instar de deux de ses amis qui étaient venus l'aider, mais au comportement menaçant selon les gardiens de la paix. L'ancien maire d'Alep, pourtant reçu officiellement par la ville de Genève il y a quelques années, et également par le président François Hollande, semble donc dérangé aujourd'hui. Libéré ce mardi matin par la police suisse, il s'est rendu à Lyon où il réside et espère avoir des soins. Il a toutefois porté plainte pour lésions corporelles avant de quitter la Confédération. Son ami Genevois, qui l'avait aidé et qui a filmé toute la scène d'ailleurs, a lui écopé d'une peine de 60 jours amende à raison de 90 francs suisses par jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Bref, ça laisse un peu songeur sur la neutralité du pays et des actions qui sont menées sur son propre sol. Oui, puis il faudrait peut-être se concentrer aussi sur le fond, sur ce qui se passe effectivement à Alep. C'est une idée. On passe les messages après et ils nous écoutent Sur qui 8 veulent. Mont Blanc, voilà. Deuxième revue de presse, alors avec une 3e mondiale pour deux Savoyards. Voilà, on part en montagne, plus précisément au Pakistan, sur les pentes du Nanga Parbat, la 9e plus haute montagne du monde et l'une des plus dangereuses. Si son surnom est la montagne tueuse, ce n'est pas pour rien. En effet, on estime à peu près que sur toutes les tentatives d'ascension, 22% se soldent par la mort des prétendants à la montagne. Donc on a encore comme souvenir l'année passée, Elisabeth Revol, etc. C'était là-haut. Et dans ce joyeux contexte, donc, on peut mesurer toute l'implication et le haut level de nos deux Savoyards, Boris Langenstein, guide à Tignes, et Tiffaine Duperrier, Aspi guide quant à elle et pisteur à Val d'Isère, qui ont donc réussi à rider à ski les pentes de ce monstre ce mardi. Aujourd'hui, on attend les images qui confirmeront donc la performance, mais si c'est le cas, le duo Tarin s'offre donc la deuxième répétition du chaussage à ski à plus de 8000 mètres d'altitude sur cette montagne. Après la première, c'était Hans Kammerlander dans 1990 et Louis Stitzinger, c'était en 2008. Une vraie performance donc à saluer, qui plus est quand c'est des petits gars de chez nous, ça fait plaisir, donc bravo à eux. Je ne sais pas si c'est inconscient ou complètement courageux, du coup. Il y a un peu le côté Un peu des course deux. au record et un peu extrême. Ouais. Aujourd'hui, on essaye de chercher les dernières limites, mais je pense qu'ils ont dû vraiment se faire plaisir. Eh ben, on a hâte de voir les vidéos. Voilà. À tout à Merci l'heure, beaucoup Manu. Clémence, on se revoit pour le rappel des titres tout à l'heure et puis par la magie du direct tout de suite j'accueille en direct Benoît Sirouet, le président des Black Panthers de Thonon-les-Mains. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Si tu m'entends, bonsoir. Alors, vous êtes de nouveau champion de France de football américain depuis ce samedi, après votre victoire contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône en finale. Alors, question bête et méchante, voilà un superbe trophée qui revient à Thonon. Déjà, qu'est-ce que ce titre représente pour votre club et pour vous ? Oui, parce que c'est important pour le club tout simplement de rester au plus haut niveau. Et puis on était surtout, comment dirais-je, revanchard, puisqu'on était sur 2 défaites consécutives en finale. Donc ce trophée, il a vraiment une saveur un peu particulière, quoi. Alors, si il y a eu 2 défaites en finale ces dernières années, là c'est vraiment la saison parfaite. 12 victoires en 12 matchs en saison régulière et les playoffs confondus. On peut parler d'exploit concrètement ? Effectivement, c'est plutôt un phénomène rare dans notre sport, dans tous les sports d'ailleurs, je pense. Mais oui, c'est ce qui rend encore plus magique ce titre, parce que un titre, on dit, on peut jamais vous l'enlever, mais avec une saison parfaite à la clé, c'est encore plus difficile de venir nous la chercher de cette part. Bon, c'est le 3e titre de champion de France de l'histoire des Black Panthers, le 3e en 6 ans. C'est quand même une sacrée performance. Voilà, on voit les noms. Il n'y a rien à redire concrètement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à prouver aujourd'hui ? Ah bah toujours, parce que chaque saison sera un nouveau trophée à aller chercher. J'aimerais juste rajouter quand même que oui, effectivement, 3 trophées en 30 ans, mais seulement depuis 2005 en élite, c'est important. C'est beaucoup plus que beaucoup d'équipes. Mais surtout, il faut bien se rappeler que Thonon est quand même le plus petit bassin de population parmi les équipes de haut niveau de cette discipline. Donc, ce qui rend encore plus
je dirais, extraordinaire, voire très original la performance. Bon, l'année prochaine, c'est l'Europe, du coup, l'objectif. Pour l'Europe, certainement. Et puis, effectivement, aller chercher un titre européen, on l'a fait en 2017. On est en bonne voie d'aller le chercher. On va tout faire pour. Et puis, c'est justement avec un titre français qui nous met sur les rails parce que, bien sûr, il y a tout ce qui va se passer derrière avec un titre. C'est plus de visibilité, c'est plus de visibilité pour nos partenaires de nous rejoindre. Donc voilà, c'est un engouement qui va, comme en 2013, lors du premier trophée, on avait vu tout de suite derrière l'engouement et c'est toujours plus facile d'avancer avec des titres. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, bravo encore une fois pour ce superbe titre ramené à la maison, ce superbe trophée qui fait plaisir à voir. Merci beaucoup Benoît, merci à tous et on vous souhaite très bonne continuation pour la suite. À bientôt. Puis j'accueille tout de suite notre invitée suivante, Madame Florence Mulliardo, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonjour. Merci Bonsoir, beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Florence, vous êtes artiste, sculptrice, beaucoup de choses en lice. En tout cas, c'est dans le monde de la création. Et aujourd'hui, vous venez me parler notamment de sculptures qui étaient à l'honneur il y a quelques jours à Paris. Alors, c'était à l'occasion du Salon international de l'art contemporain, Art Shopping. C'était au Carrousel du Louvre. C'était au Carrousel du Louvre, première grande sortie et un immense plaisir. Il faut dire quand même que j'ai été invitée par mon amie Lilo Luce, une artiste peintre aussi reconnue, et qui m'a permis de partager son stand. Et j'ai pu exposer mes 2 sculptures, notamment on voit la Mona Lisa du futur, qui a été, j'ai simplement récupéré des matières pures et je les ai transformées. Je travaille toutes mes sculptures de A à Z. J'aime le changement de matière, j'aime aussi pouvoir démontrer qu'avec des pampilles, des pétales de rose, tout peut se transformer et tout peut être beau au regard. Alors là, on est bien d'accord, on voit des robes, mais ce n'est pas des robes pour vêtir, hein. Oui, c'est bien des sculptures. C'est vrai que souvent on me dit « oh, mais ce sont des robes ». Non, non, ce sont des sculptures de femmes et je précise bien sculptures parce qu'elles ne peuvent pas être portées. C'est un petit peu mon clin d'œil que de femmes, voilà. J'ai commencé avec la mariée, comme on a vu, il y avait Barbara, Lilou, la danseuse aussi, chère à mon cœur, et puis ensuite il y a eu la Mariposa qui a été nommée, je peux le préciser aussi, j'ai eu mon premier prix au Carrousel du Louvre, au Salon d'art contemporain, et j'ai été nominée dans les Révélations 2019. Révélation, donc j'y venais, vous me coupez l'herbe sous le pied. Il doit y avoir un avant, un après. J'imagine qu'avec un titre comme ça, maintenant... Oui, c'est vrai que... Je ne sais pas si on a les chevilles qui gonflent, mais en tout cas, ça en impose. Non, parce que j'adore ce que je fais. Moi, c'est... Voilà. Je montre aujourd'hui. Avant, je ne montrais pas. Et comme on m'a dit qu'il fallait montrer... j'ai voulu attendre et c'est vrai que j'ai eu un tel plaisir d'aller au Louvre et je remets ça en finalité. Je suis de nouveau, si je peux me permettre, invitée au Louvre le 18 et 19 fin octobre 2019 pour Art Shopping de nouveau, sauf que cette fois-ci, j'ai choisi une autre création, d'autres sculptures. Parce que avec ces sculptures, je vais aller encore plus loin. Parce que j'ai un très beau projet. Je pense que ça touchera beaucoup de mamans, beaucoup de femmes. Je veux aller aider les enfants du monde. Moi, je les appelle. C'est pas un petit projet. Non, c'est grandiose. Mais j'ai besoin de mécènes pour me permettre, pour acheter, acquérir mes œuvres, mes nouvelles œuvres qui vont être dévoilées ce jour au Louvre, du mois d'octobre. Et si j'ai assez de mécènes qui sont intéressés par mon art, je pourrais, avec cet argent-là, partir à l'étranger pour aider, moi je les appelle les enfants perdus. Je veux leur apporter sérénité, protection, alimentation, qu'ils puissent dormir dans des endroits de sécurité. C'est un sacré projet, hein. Vous avez du pain sur la planche. Il y en a quelques-uns, des enfants. Toute la vie devant moi pour finaliser ce projet. Mais j'aimerais aller très vite.
Alors, si on veut vous aider justement, comment ça se passe? Il y a une cagnotte, il y a un litchi, il y a un... Alors, on peut me contacter au niveau de mon email, contact Muliato. Qu'on retrouve sur votre page Facebook ou sur votre site internet. Page Facebook. C'est vrai que là, je suis en train de parler avec différentes personnes, mais il y aura en échange la sculpture, le nouveau sujet que je veux garder un petit peu la confidentialité. Bien sûr. Et puis... que ça épate un petit peu les gens, puisque en fait c'est tout nouveau pour moi, c'est une nouvelle matière, c'est des challenges que j'adore, et c'est une nouvelle forme, c'est quelque chose de lumineux, voilà. Alors, justement, je reviens un petit peu sur vos créations parce que quand même c'est assez impressionnant. Il y a énormément de matières différentes qui sont utilisées. On parlait notamment des lamelles métalliques, des pétales de soie, même de la peau de python pour certains meubles. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Est-ce que vous-même vous cumulez tous les savoir-faire pour pouvoir traiter toutes ces matières, ou vous vous adressez, je ne sais pas, à des plumassiers ou à d'autres corps de métier? Vous faites tout toute seule? Oui, je fais tout toute seule. En fait, dès que je vois une matière, je ne comprends pas ce qui se passe, je la vois posée sur quelque chose. Je peux voir un vieux meuble, un vieux fauteuil comme j'ai eu fait, voilà, avec ce beau fauteuil avec des pétales de rose en soie blanche qui était, ou carrément créé complètement, comme la console en métal qu'on vient de voir. Et ça vous prend combien de temps pour une sculpture? Il y a une règle, ou vous avez un objectif, entre guillemets, ou... Non, Pour le une temps Mona Lisa, passe. par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, il y a combien d'heures de Il faut compter travail? au moins 3 mois. 3 mois, mais dès que je commence une création, je suis acharnée, je ne mange pas, je dors pas. C'est vrai que je suis débordante d'envie et j'ai besoin d'aller, voilà. Moi, c'est vital, c'est mon énergie, tout ça. Vous êtes basé à Thornglières, si je n'ai pas de bêtises? Oui, Donc, c'est ça. très local, donc Bien vous venez sûr. pas de très très loin. Non. Il est possible de venir vous voir, ou... Il n'y a aucun problème, juste à me contacter et puis comme ça au moins je pourrais parler de mes créations et présenter mon travail Et votre avec projet. plaisir et mon projet. Eh bien, écoutez, le message est passé. En tout cas, merci, Merci. beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à ces questions. Merci Emmanuel. Juste, je Dites-moi. voulais remercier ma grande amie Véronique Pascal, qui est mon attachée de presse, ma famille et le Lolous, mon ami peintre. Eh ben D'accord. voilà, le message est passé. Merci beaucoup beaucoup. Florence, Au à revoir. bientôt. Merci. Bon courage. Je rappelle Clémence pour le rappel des titres qui seront développés d'ici quelques minutes. Clémence, avec toi, on va parler d'une coulée de boue. Et oui, puisque les récentes intempéries de ces derniers jours ont fait de nombreux dégâts. Un de plus s'ajoute à la liste, une coulée de boue sur la voie de chemin de fer entre Modane et Saint-Michel de Mauriel. On verra ça dans le JT. Deuxième reportage sur l'école de Saint-Paul-en-Chablais. Oui, c'est une toute petite école, l'école des Faverges. Elle ne réunit qu'une seule classe et les élèves profitent d'un enseignement peu traditionnel et au grand air. On a hâte de voir ça, dossier complet 18h30, juste après cette page de pub dans le JT. A tout de suite.